Le dossier, 15h, 15h30. Quelle n'a pas été ma surprise en apprenant il y a quelque temps que Freud, Sigmund Freud, le papa de la psychanalyse, avait la phobie du train. Et oui, ça c'est une nouvelle que j'ai appris il n'y a pas si longtemps à travers les écrits de Philippe Grimbert. Vrai ou faux, quoi qu'il en soit, cette anecdote est plutôt cocasse. À propos de phobie, qu'est-ce que c'est exactement? Une peur incontrôlable, une angoisse maladive? Quelle est l'origine d'une phobie? Comment s'en débarrasser? Aujourd'hui, on entend fréquemment ce terme dans le langage courant, mais connaît-on vraiment la réalité qu'il recouvre? Car de la simple peur éprouvée dans une situation difficile à la véritable phobie, il existe une grande différence. Et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission jusqu'à 15h30. Au 03 86 52 23 23, nous vous invitons à nous rejoindre pour nous parler de vos phobies, des vôtres ou bien celles de votre compagne, de votre compagnon. Si vous cherchez un moyen pour en venir à bout, effectivement, c'est le moment de nous appeler, car nous avons avec nous Benjamin Luzinski, qui est psychothérapeute et coach. Ses pratiques sont centrées autour des thérapies brèves et il va nous parler en détail des phobies et peut-être même des solutions pour en venir à bout. Vos témoignages par téléphone ou bien par SMS au 6 20 30. N'oubliez pas de précéder vos messages du code DIAL, D-I-A-L, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous débarrasser de vos phobies. Connaissez-vous leur origine? Savez-vous les gérer au quotidien? Nous en parlons cet après-midi sur France Bleu Auxerre jusqu'à 15h30. 03 86 52 23 23. Appelez-nous maintenant. Benjamin Luzinski, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre cet après-midi sur France Bleu Auxerre pour cette émission consacrée aux phobies. Vous exercez à Paris, dans le 17e arrondissement. Une phobie, qu'est-ce que c'est? Qu'appelle-t-on une phobie très exactement? Alors, une phobie est une peur irrationnelle, mais une peur d'une intensité très très grande. C'est-à-dire que la personne n'a pas de contrôle sur sa peur et va se mettre à ressentir ce que l'on appelle des somatisations. C'est-à-dire, elle va par exemple se sentir très oppressée, trembler, éventuellement même s'évanouir. Donc elle va avoir un stress beaucoup plus important qu'un stress classique. Donc c'est la distinction qu'on peut faire entre la simple peur et la phobie, car une peur peut, selon vous, être contrôlable facilement. Oh, une peur peut être à peu près gérable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas handicapante, elle n'est pas incapacitante, elle est juste un signal comme quoi il y a un danger et qu'il faut y faire face. Dans le cadre de la phobie, la peur est beaucoup plus importante en intensité et puis le plus souvent elle a un caractère proprement irrationnel. Est-ce qu'on connaît un peu le fonctionnement de notre cerveau qui réagit à une phobie? Est-ce qu'on sait ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre tête lorsqu'on est face à une araignée ou lorsque on doit prendre un moyen de transport et que d'un seul coup on se retrouve tétanisé car on se dit que non, c'est pas possible, je ne pourrais pas le faire? Alors, ce sont classiquement les zones de la peur qui sont stimulées. Simplement, elles sont stimulées à des niveaux d'intensité supérieurs à une peur classique. Mmh. Et à partir de là, donc, c'est tout notre organisme, tout notre corps qui réagit, donc qui se retrouve tétanisé à ne plus pouvoir bouger. Exactement. Tout d'abord, on va avoir généralement des mécanismes de défense qui vont se mettre en place. C'est-à-dire que la personne va commencer à se mettre dans une situation de vigilance plus grande, le pouls va s'accélérer, la personne va se raidir comme si elle était prête soit à passer à l'attaque, soit à fuir, ce qui est une réaction normale vis-à-vis de la peur. Et ensuite, la peur va augmenter et aller crescendo, toujours plus fort, avec des somatisations qui vont être de plus en plus importantes. Une phobie peut nous gâcher la vie au quotidien. Oui. Alors il y a certaines phobies qui ne sont pas vraiment incapacitantes. C'est-à-dire si par exemple vous habitez dans une grande ville et que vous avez peur des araignées, c'est pas très grave, vous rencontrez peu d'araignées, mais il peut y avoir des phobies vraiment handicapantes. Par exemple, l'hémétophobie, c'est la peur de vomir ou la peur de voir quelqu'un vomir. Ça fait partie des peurs qui sont vraiment incapacitantes, ou bien plus classiquement, la claustrophobie qui empêche de prendre un ascenseur, d'aller dans le métro, de prendre un avion. Le vertige également, qui est une sorte de phobie. Donc il y a beaucoup de gens qui souffrent de phobie et ce sont très souvent des situations qui sont très difficiles à vivre, alors même que les phobies se soignent bien. On en parlera un petit peu plus tard, mais ce qui est important déjà, pour avoir un ordre de grandeur, c'est quand même que 20% de la population est touchée par les phobies. Donc c'est quelque chose qui est très répandu. Et parmi les phobies que vous venez de citer, ce sont celles qui sont les plus répandues aujourd'hui? Alors,
le plus souvent, ce qui est le plus répandu, c'est la claustrophobie. Beaucoup de personnes souffrent de claustrophobie. Le vertige en fait partie. Également des phobies les plus répandues. La phobie sociale est quelque chose de très très courant. Et puis les phobies liées aux insectes. Beaucoup de personnes ont peur des araignées, des insectes. Et ça, ce sont aussi des problèmes qui sont très courants. L'agoraphobie également fait partie des phobies les plus courantes. La peur des espaces, la peur de la foule. Vous avez parlé de la peur des insectes et plus précisément des araignées. Rien que le mot déjà me fait dresser les poils des avant-bras. Et pourtant, je pense connaître l'origine de ma phobie, mais est-ce que tout le monde sait pourquoi il souffre de la phobie, par exemple, des araignées? Je prends ce cas bien particulier. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur ce sujet. On va dire que le plus souvent, une phobie arrive à un moment où quelqu'un est particulièrement fragilisé. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie, hein, dans l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, peu importe. À un moment, la personne est fragilisée parce qu'elle est stressée, par exemple, parce que des difficultés de vie lui sont arrivées, ou parce qu'elle est déprimée, ou parce qu'elle est malade. Et à un moment, elle va ressentir un stress. C'est normal quand on voit un insecte d'avoir une sorte d'appréhension, de peur. Mais tout d'un coup, parce qu'elle est fragilisée, cette peur va prendre une importance beaucoup, beaucoup plus grande. La peur va devenir tellement importante qu'elle va être angoissante en tant que telle, parce que la personne n'est pas confrontée à une peur habituelle. Et en plus, il va y avoir quelque chose de très particulier que toutes les personnes phobiques ont déjà ressenti, c'est que plus on lutte contre une phobie, et plus elle a tendance à se renforcer. Donc c'est comme ça qu'on développe, peu importe l'âge, une phobie des araignées à l'âge de 5 ans ou une agoraphobie à 30 ans. C'est en tout cas l'explication la plus crédible sur le développement des phobies. Lorsqu'on parle de la peur des araignées, la peur des monstres, d'une certaine façon, forcément, ça nous ramène à l'enfance avec la peur de l'ogre, la peur des créatures qui sont cachées sous mon lit. Ce genre de phobie se développe plus précisément lorsque on est au stade de l'enfance? Non, pas forcément. Il n'y a pas de lien direct. Il faut vraiment qu'il y ait un choc un choc émotionnel pour qu'une phobie se déclenche. Que la personne en tout cas soit fragilisée. Le choc émotionnel n'est pas forcément très très important, mais il faut que la personne soit à un moment de fragilité, quelle qu'en soit l'induction. Alors moi je prends un exemple cinématographique, par exemple le film Sueur froide, Vertigo d'Alfred Hitchcock, où le personnage de James Stewart est acrophobe, donc à la peur du vide, et il devient avec cette peur du vide suite à un accident où il est suspendu par une gouttière et il voit le vide et il a l'impression que le vide n'en finit pas, et à partir de là il est acrophobe. Donc ça veut dire que cette image est un petit peu erronée. Non, là c'est une hypothèse crédible, hein. C'est quelque chose qui arrive également. On va dire que la fragilité, elle vient du fait que dans le film, le personnage se retrouve suspendu dans le vide, qu'il a peur de mourir, donc déjà la fragilité se met en place. Ensuite, la sensation de vertige a lieu. Mais comme la personne a peur de mourir, cette sensation de vertige est perçue à un degré d'intensité beaucoup, beaucoup plus grand, ce qui fait qu'ensuite, il développe le vertige. Non, l'hypothèse de ce film est tout à fait crédible. On va dire que c'est pas la majorité des phobies ne se déclenchent pas comme ça. C'est pas toujours lié à un choc traumatique très important. Mais il faut bien comprendre que c'est d'abord une fragilisation qui ensuite crée la phobie. Alors on a parlé des phobies, des styles de phobie qui étaient les plus répandus à notre époque. Est-ce qu'il y en a qui, au fil du temps, peut-être que vous l'avez constaté, Benjamin Luzinski, est-ce qu'il y a des phobies qui ont tendance à disparaître et d'autres peut-être à apparaître? Alors oui, ce que l'on observe généralement, c'est, on va dire, une fois qu'une personne développe une phobie, il y a deux types d'attitudes. Il y a les personnes qui se mettent à éviter leur peur. Et alors là, généralement, ce qu'on observe, c'est que la phobie a tendance à augmenter et à se généraliser. Et puis, beaucoup de personnes continuent malgré tout à affronter leur peur. Et là, au fur et à mesure, il y a comme une sorte d'accoutumance, d'adaptation. Et très souvent, les phobies disparaissent au bout d'un certain moment. Parfois, comme il y a des changements de vie, une phobie peut disparaître d'un coup, mais malheureusement, ce sont des choses assez rares. Le plus souvent, c'est quelque chose de progressif.
Et est-ce que notre société engendre des phobies chez l'individu, par exemple le stress qu'on peut vivre au quotidien? On a parlé d'agoraphobie, on a parlé de phobie sociale. La phobie sociale, par exemple, je crois savoir que c'est une maladie reconnue depuis peu. Alors oui, c'est exact, et c'est une phobie qui a tendance à se développer de plus en plus. On ne sait pas exactement quelles en sont les raisons. Très vraisemblablement, ce développement de la phobie serait lié au développement du stress au travail, qui devient un problème de plus en plus prégnant. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on explique particulièrement bien. On dit que ce serait peut-être lié à des influences génétiques ou bien même éducatives, hein. Éducatif certainement, génétique ce n'est pas certain, parce que ce que l'on observe dans toutes les études sur le sujet, c'est que quel que soit le type d'individu, il peut développer une phobie à un âge ou à un autre. Mais évidemment, il faut bien se rendre compte que si on a des parents phobiques, on a devant soi l'exemple d'une phobie et qu'on a un territoire plus favorable à son développement, malheureusement. Voilà, on reproduit d'une certaine manière ce qu'on a pu voir, ce qu'on a vécu au contact de ses parents. Exactement, mais c'est très très loin d'être systématique, heureusement. À propos des parents, quelle est l'attitude à avoir lorsque on est père ou mère d'un garçon, d'une petite fille qui a une phobie? Alors bien souvent, la méthode la plus radicale de la part des parents, c'est «Oh mais écoute, viens voir l'araignée ou viens voir le serpent, il a plus peur que toi que l'inverse». Pourtant, ce n'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, de mettre l'enfant face à sa propre peur. Alors, non, je ne serais pas aussi certain que vous à ce sujet. Oui. Ça peut très bien fonctionner. Il y a beaucoup de peurs enfantines qui disparaissent parce que les parents, avec soit un petit acte d'autorité, soit un petit peu de psychologie, arrivent à convaincre leur enfant que les araignées ne leur feront pas de mal, que l'obscurité n'est pas dangereuse, qu'il n'y a pas de monstres, etc. Donc non, c'est pas forcément l'exposition n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire s'exposer à sa peur, c'est plutôt une bonne chose. On s'y habitue et ça se passe bien. Il ne faut pas que ce soit traumatisant, bien sûr, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qu'on peut faire si la peur est déjà bien installée, c'est essayer d'exposer à la peur l'enfant le plus progressivement possible. C'est-à-dire, d'abord, si la peur de l'obscurité, laisser une lampe allumée. Puis ensuite juste une veilleuse, vous savez, une petite lumière, ensuite juste la lumière du couloir, ensuite on essaie de diminuer jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. Ça peut être une très bonne technique, et puis évidemment, si la phobie a tendance à persister, là il faudra faire en sorte que l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte consulte. Un SMS au 62030 de la part de David qui nous explique que ses parents se sont toujours moqués de lui par rapport à la peur qu'il pouvait avoir des serpents. Cela n'a jamais arrangé les choses, nous dit-il. À propos de comportement à avoir vis-à-vis de ses enfants, effectivement, il faut tout de même y aller avec des pincettes et ne pas se moquer de l'enfant qui a peur d'un insecte ou qui a peur du vide ou qui a peur du noir. Bien sûr, c'est très important. La peur est tout à fait respectable, et l'enfant aussi. Et puis, si on s'introspecte un petit peu, chacun se rend compte qu'il a une peur irrationnelle en lui. Simplement, il ne faut pas non plus, dans un premier temps, quand ça se développe, y accorder trop d'importance. Parce que si vous donnez l'exemple qu'il y a vraiment de quoi avoir peur, l'enfant risque d'avoir encore plus peur. Simplement, non, il faut respecter la peur, mais il faut bien que les personnes qui souffrent de phobie comprennent une chose, c'est que pour quelqu'un qui n'a jamais eu de phobie ou de crise d'angoisse ou des problèmes de somatisation d'une manière générale, c'est très très difficile de comprendre ce que quelqu'un de phobique ressent. À l'attention des personnes qui vous écoutent et des auditeurs qui peuvent avoir dans leur environnement quelqu'un qui a une phobie, il faut bien qu'ils comprennent que c'est une peur sur laquelle les gens n'ont pas de prise. Elle se déclenche d'un coup, elle les prend en entier avec une très très grande force, et ils ne peuvent absolument pas lutter. Et s'ils tentent de lutter, c'est-à-dire
si le temps d'être courageux, d'avoir de la volonté, comme on entend de temps en temps, eh ben, la peur augmente encore plus. Donc, si quelqu'un a une phobie, ce n'est vraiment pas sa faute. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, comme une grippe, et c'est quelque chose qu'il faut respecter. J'invite vos auditeurs, s'ils ont dans leur famille des gens qui ont des phobies, à vraiment se renseigner sur le sujet pour bien comprendre de quoi il s'agit et avoir une attitude un peu plus, pas compatissante, mais compréhensive.